Le monstre et le fossile jouant tous deux un rôle très précis dans cette configuration à partir du pouvoir du continu que détient la nature. Le monstre fait apparaître la différence. Celle-ci est encore sans loi et sans structure bien définie. Le monstre, c'est la souche de la spécification, mais ce n'est qu'une sous-espèce dans l'obstination lente de l'histoire. Le fossile, c'est ce qui les subsistait, les ressemblances à travers toutes les déviations que la nature a parcourues. Il fonctionne comme une forme lointaine et approximative de l'identité. Il marque un quasi-caractère dans le bouger du temps. C'est que le monstre et le fossile ne sont rien d'autre que la projection en arrière de ces différences et de ces identités qui définissent pour la taxonomie, la structure puis le caractère. Ils forment entre le tableau et le contenu la région ombreuse, mobile, tremblée ou ce que l'analyse définira comme identité n'est encore que muette analogie. Et ce qu'elle définira comme différence assignable et constante n'est encore que libre et hasardeuse variation. Mais à vrai dire, l'histoire de la nature est si impossible à penser pour l'histoire naturelle. La disposition épistémologique dessinée par le tableau et le contenu est si fondamental que le devenir ne peut avoir qu'une place intermédiaire et mesurée par les seules exigences de l'ensemble. C'est pourquoi il n'intervient que pour le passage nécessaire de l'une à l'autre, soit comme un ensemble d'intempéries étrangères aux vivants et qui ne leur adviennent jamais que de l'extérieur, soit comme un mouvement sans cesse ébauché mais arrêté de son esquisse et perceptible seulement sur les bords du tableau, dans ses marges négligées, et ainsi sur le fond du contenu. Le monstre raconte comme une caricature la genèse de différence et le facile rappel dans l'incertitude de ces ressemblances, les premiers entêtements de l'identité. Part 7,
le discours de la nature, le discourse on nature, le discours de la nature, le discourse regarding nature, le discours de la nature. La théorie de l'histoire naturelle n'est pas dissociable de celle du langage. Et pourtant, il ne s'agit pas de l'une à l'autre, d'un transfert de méthode, ni d'une communication du concept, ou des prestiges d'un modèle qui, pour avoir réussi, d'un côté serait essayé dans le domaine voisin. Il ne s'agit pas non plus d'une rationalité plus générale qui imposerait des formes identiques à la réflexion sur la grammaire et à la taxonomie. Mais d'une disposition fondamentale du savoir qui ordonne la connaissance des êtres à la possibilité de les représenter dans un système de normes. Sans doute, il y a dans cette région que nous appelons maintenant la vie bien d'autres recherches que les efforts de classification, bien d'autres analyses que celles des identités et des différences, mais toutes reposant sur une sorte d'a priori historique qui les autorisait en leur dispersion, en leurs projets singuliers et divergents, qui rendait également possible tous les débats d'opinion dont elles étaient le lieu. Cet a priori, il n'est pas constitué par un équipement de problèmes constants que les phénomènes concrets ne cesseraient de présenter comme autant d'énigmes à la curiosité des hommes. Il n'est pas fait non plus d'un certain état des connaissances sédimentées au cours des âges précédents, au servant du sol au progrès plus ou moins inégaux ou rapides de la rationalité. Il n'est même pas sans doute déterminé par ce qu'on appelle la mentalité ou les cadres de pensée d'une époque donnée. S'il faut entendre par là le profil historique des intérêts spéculatifs, des crédulités ou des grandes options théoriques. Cet a priori, c'est ce qui, à une époque donnée, découpe dans l'expérience un champ du savoir possible, définit le mode d'être des objets qui, apparaissant, arment le regard quotidien de pouvoir théorique. Elle définit les conditions dans lesquelles on peut tenir sur les choses un discours reconnu pour vrai. L'a priori historique qui, au XVIIIe siècle, a fondé les recherches ou les débats sur l'existence des genres
la stabilité des espèces. La transmission des caractères à travers les générations, c'est l'existence d'une histoire naturelle, organisation d'un certain visible comme domaine du savoir, définition des 4 variables de la description. Constitution d'un espace de voisinage où tout individu, quel qu'il soit, peut venir se placer. L'histoire naturelle à l'âge classique ne correspond pas à la pure et simple découverte d'un nouvel objet de curiosité. Elle recouvre une série d'opérations complexes qui introduisent dans un ensemble de représentations la possibilité d'un ordre constant. Elle constitue comme descriptible et ordonnable à la fois tout un domaine d'empiricité, ce qui l'apparente aux théories du langage, la distingue de ce que nous entendons depuis le XIXe siècle par biologie et lui fait jouer dans la pensée classique un certain rôle critique. L'histoire naturelle et contemporaine du langage. Elle est du même niveau que le jeu spontané qui analyse les représentations dans le souvenir, fixe leurs éléments communs, établit des signes à partir d'eux et impose finalement des noms. Classés et parlés, trouvant leur lieu d'origine dans ce même espace, que la représentation ouvre à l'intérieur de soi parce qu'elle est vouée au temps, à la mémoire, à la réflexion, à la continuité. Mais l'histoire naturelle ne peut et ne doit exister comme langue indépendant de toutes les autres que si elle est langue bien faite et universellement valable. Dans le langage spontané et mal fait, les 4 éléments, proposition, articulation, désignation, dérivation, laissant entre eux des interstices ouverts. Les expériences de chacune, les besoins ou les passions, les habitudes, les préjugés, une attention plus ou moins éveillée ont constitué des certaines de langues différentes. Et qui ne se distinguent pas seulement par la forme des mots, mais avant tout par la manière dont ces mots découpent la représentation. L'histoire naturelle ne sera une langue bien faite que si le jeu est fermé. Si l'exactitude descriptive fait de toute proposition un découpage constant du réel.
si on peut toujours attribuer à la représentation ce qu'on y articule, et si la désignation de chaque être indique de plein droit la place qu'il occupe dans la disposition générale de l'ensemble, dans le langage, la fonction du verbe est universelle et vide. Elle prescrit seulement à la forme la plus générale de la proposition. Et c'est à l'intérieur de celle-ci que les noms font jouer leur système d'articulation. L'histoire naturelle regroupe ces deux fonctions dans l'unité de la structure qui articule les unes aux autres toutes les variables qui peuvent être attribuées à un être. Et alors que dans le langage, la désignation et son fonctionnement individuel est exposée au hasard des dérivations qui donnent leur ampleur et leur extension au nom commun. Le caractère tel que l'établit l'histoire naturelle permettent à la fois de marquer l'individu et de situer dans un espace de généralité qui s'emboîtent les uns les autres. Si bien qu'au-dessus des mots de tous les jours et à travers eux, puisqu'on doit bien les utiliser pour les descriptions premières, se bâtit l'édifice d'une langue au second degré où régnant enfin les noms exacts des choses. La méthode M de la science désigne à première vue n'importe quel corps de la nature, de telle sorte que ce corps énonce le nom qui lui est propre, et que ce nom rappelle toutes les connaissances qui ont pu être acquises au cours du temps, sur le corps ainsi nommé, si bien que dans l'extrême confusion se découvre l'ordre souverain de la nature. Mais cette nomination essentielle, ce passage de la structure visible au caractère taxonomique, renvoyé à une exigence coûteuse, le langage spontané, pour accomplir et boucler la figure qui va de la fonction monotone du verbe être à la dérivation et au parcours de l'espace rhétorique, n'avait besoin que de jeu de l'imagination, c'est-à-dire des ressemblances immédiates. En revanche, pour que la taxonomie soit possible, il faut que la nature soit réellement continue, dans sa plénitude même, là où le langage demandait la similitude des impressions, la classification demande le principe de la plus petite différence possible entre les choses. Or, ce continuum qui apparaît ainsi au fond de la nomination, dans l'ouverture laissée entre la description et la disposition.
Il est supposé bien avant le langage, bien avant le langage, et comme sa condition. Et sont pas seulement parce qu'il peut fonder un langage bien fait, mais parce qu'il rend compte de tout langage en général. C'est la continuité de la nature sans doute qui donne à la mémoire l'occasion de s'exercer. Lorsqu'une représentation, par quelque identité confuse et mal perçue, on rappelle une autre et permet d'appliquer à tous deux les signes arbitraires d'un nom commun. Ce qui, dans l'imagination, se donnait comme une similitude aveugle, n'était que la trace irréfléchie et brouillée de la grande trame ininterrompue des identités et des différences. L'imagination, celle qui, en permettant de comparer, autorisait le langage, formé, sans qu'on le sache alors, le lieu ambigu ou la continuité ruinée, mais insistante, de la nature rejoignait la continuité vide, mais attentive de la conscience, si bien qu'il n'aurait pas été possible de parler. Il n'y aurait pas eu place pour la moindre âme, si au fond des choses, avant toute représentation, la nature n'avait pas été continue pour établir le grand tableau sans faille des espèces, des genres et des classes. Il a fallu que l'histoire naturelle utilise, critique, classe et finalement reconstitue à nouveau fraise un langage dont la condition de possibilité résidait justement dans ce contenu. Les choses et les mots sont très rigoureusement entrecroisés. La nature ne sait donc qu'à travers la grille des dénominations, et elle qui, sans de tels noms, resterait muette et invisible, scintille au loin derrière eux, continuellement présente au-delà de ce quadrillage qui l'offre pourtant au savoir et ne la rend visible que toute traversée de langage. C'est pourquoi, sans doute, l'histoire naturelle, à la peau classique, ne peut pas se constituer comme biologie. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en effet, la vie n'existe pas, mais seulement des êtres vivants, ceux-ci formant ou plutôt plusieurs classes dans la série de toutes les choses du monde. Et si on peut parler de la vie,
c'est seulement comme d'un caractère au sens taxonomique du mot. Dans l'universelle distribution des êtres, on a l'habitude de répartir les choses de la nature en trois classes. Les minéraux, auxquels on reconnaît la croissance, mais sans mouvement ni sensibilité. Les végétaux qui peuvent croître et qui sont susceptibles de sensation. Les animaux qui se déplacent spontanément quant à la vie et au sol qu'elle instaure. On peut, selon les critères qu'on adapte, les faire glisser tout au long de cette échelle. Si avec Maupertuis, on l'a défini par la mobilité et les relations d'affinité qui attirent les éléments les uns vers les autres et les maintenant attachés. Il faut loger la vie dans les particules les plus simples de la matière. On est obligé de la situer beaucoup plus haute dans la série si on la définit par un caractère chargé et complexe, comme le faisait Linné quand il lui fixait comme critère la naissance, par semence ou bourgeon, la nutrition, par intussusception, le vieillissement, le mouvement extérieur, la propulsion interne des liqueurs, les maladies, la mort, la présence de la vaisseau, de glandes, d'épiderme et d'utricule. La vie ne constitue pas un seul manifeste à partir duquel les formes entièrement nouvelles du savoir sont requises. Elle est une catégorie de classement relative comme toutes les autres aux critères qu'on se fixe et comme toutes les autres soumises à certaines imprécisions desquelles s'agit d'en fixer les frontières. De même que le zoophyte est à la frange ambiguë des animaux et des plantes. De même les fossiles, de même les métaux se logeant à cette limite incertaine où on ne sait s'il faut ou non parler de la vie. Mais la coupure entre le vivant et le non-vivant n'est jamais un problème décisif. Comme le dit Linné, le naturaliste, celui qu'il appelle historien naturaliste, distingue par la vue les parties du corps naturel. Il les décrit convenablement selon le nombre, la figure, la position et la proportion, et il les nomme. Le naturaliste, cet homme du visible structuré et de la dénomination
caractéristique, non de la vie. Il ne faut donc pas rattacher l'histoire naturelle, telle qu'elle s'est déployée pendant l'époque classique, à une philosophie, même obscure, même encore balbutiante, de la vie. Elle est, en réalité, entrecroisée avec une théorie des mots. L'histoire naturelle est située à la fois avant et après le langage. Elle défait celui de tous les jours. Mais pour le refaire et découvrir ce qui l'a rendu possible à travers les ressemblances aveugles de l'imagination. Elle le critique, mais pour en découvrir le fondement, si elle reprend et veut l'accomplir dans sa perfection, c'est qu'aussi bien elle retourne à son origine. Elle enjambe ce vocabulaire quotidien qui lui sert de sol immédiat et en deçà de lui. Elle va chercher ce qui a pu constituer sa raison d'être. Mais inversement, elle se loge tout entière dans l'espace du langage, puisqu'elle est essentiellement un usage concerté des noms et qu'elle a pour le fin dernière de donner aux choses leur vraie dénomination. Entre le langage et la théorie de la nature, il existe dans un rapport qui est de type critique. Connaître la nature, c'est en effet bâtir à partir du langage un langage vrai, mais qui découvrira à quelles conditions tout langage est possible et dans quelles limites il peut avoir un domaine de validité. La question critique a bien existé au XVIIIe siècle, mais liée à la forme d'un savoir déterminé. Pour cette raison, elle ne pouvait acquérir autonomie et valeur d'interrogation radicale. Elle n'a cessé de rôder dans une région où il était question de la ressemblance, de la force de la imagination, de la nature et de la nature humaine, de la valeur des idées générales et abstraites. Bref, des rapports entre la perception de la similitude et la validité du concept à l'âge classique, Locke et Linné, Buffon et Hume, en portant témoignage. La question critique, c'est celle du fondement de la ressemblance et de l'existence du genre.